Bienvenue sur Ciné Sensei. Aujourd'hui, dans notre nouvelle émission qui s'appelle Les sorties de la semaine, nous l'avons consacrée à un biopic, un film de science-fiction, une série et deux séries d'animation. C'est parti, silence, moteur and action. Dans cette première partie, nous allons parler de Détective Conan, le manga qui a été créé par Gosho Aoyama, qui est un Shonen Jump, bien sûr. Il a été en publication chez Weekly Shonen Sunday. La série est parue depuis le 19 janvier 1994. Elle est encore en cours. Les animés sont arrivés à partir du 8 janvier 1996, qui sont encore en cours. Mais de nos jours, il y a plus de 1000 épisodes. On est à 1019, je crois. Et il y a eu 23 films, 12 OAV et 7 Magic Files, excusez-moi, 2 téléfilms, 4 dramas live et une série live. Voilà. Et du coup, en fait, pour tous ceux qui connaissent pas Sherlock Holmes, c'est l'histoire de Shinji Kudo, qui est un lycéen prometteur, qui est un passionné des aventures de Sherlock Holmes et tous les livres du Sir Conan Doyle, et mène des enquêtes en passe-temps, loisir, pendant ses heures perdues, pour résoudre des enquêtes avec la police. Donc du coup, c'est devenu le jeune Sherlock Holmes qui a été renommé par le peuple japonais. Et le jour où il tombe sur une organisation secrète qui lui font ingurgiter un espèce de virus qui le fait rétrécir. Et du coup, dans son enquête, il décide de retrouver cette fameuse organisation secrète pour retrouver sa taille normale. Il décide de s'associer à sa meilleure amie Ran, que son père est aussi un détective, mais malheureusement c'est un détective un peu à la Nicky Larson, un peu dixa, un peu alcoolique, donc il n'est pas aussi talentueux que Shinji Kudo, et il décide de se faire passer pour Conan, le petit détective. Et là commence le début de ses aventures. Et de nos jours est encore présent dans le manga, dans les animés, dans les films, dans les séries. Enfin, Conan est partout. Partout. Que peut-on rajouter? Du coup, c'est comme je vous l'ai dit, est disponible depuis le 15 septembre sur Netflix. Ça peut être considéré comme une première saison. Il y a une 50aine d'épisodes. Du coup, Netflix va aussi mettre, je pense, bientôt les films et les dramas, je pense, très bientôt. Et ils vont continuer à mettre les épisodes de Conan. Donc ce qu'on aime bien, c'est l'univers un peu d'enquête policière. C'est vraiment sympa. Et du coup, en plus, comme il est passionné de Sherlock Holmes, en fait, il a cette même capacité que Sherlock Holmes de faire des déductions très rapidement. Et du coup, après, vous vous amusez à chercher le criminel avec Conan. Et du coup, en fait, à la fin, vous vous trouvez toujours, en fait. Et puis, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment des histoires adultes, un petit peu. C'est pas vraiment pour les enfants, je trouve. Il y a certaines histoires, elles sont assez sombres quand même. Et du coup, je suis très content de les retrouver sur Netflix, parce que moi, je les avais commencés il y a très longtemps, mais malheureusement, comme Conan, il y a plein d'épisodes, comme je vous l'ai dit, plus de 1000 épisodes. Donc j'ai pas pu tous les retrouver, donc le fait de Netflix les reprend, ça m'a fait reprendre à zéro. Du coup, j'ai repris, je suis à fond dedans, donc je suis en train de redécouvrir Conan, que je connaissais un petit peu déjà l'univers. Et du coup, j'ai hâte de voir la suite, tout simplement. Allez, prochain numéro. Donc il y a quelques mois en arrière, déjà pour être précis, le 15 juillet 2021, on revoyait le retour de He-Man et ses maîtres de l'univers. Bien sûr, tout le monde a connu, j'ai déjà fait une première émission dessus, qui racontait la suite de la série des années 83, qui a été produit par Kevin Smith, avec Skeletor, avec Mark Hamill dans le rôle de Skeletor, qui était vraiment génial, que ça faisait plus de 20 ans, ou même plus que ça, qu'on n'avait pas eu de suite de He-Man. Et là, qu'est-ce que nous apprenons? Tout simplement, là, le 10 septembre, tout simplement, une nouvelle série qui apparaît sur encore He-Man, Master of Universe, et du coup, ce n'est pas du tout la suite de Révélation. Faut pas mélanger les deux. Vous avez la côté Révélation qui est exceptionnellement la suite de 83, et là, Netflix a produit une nouvelle série, une sorte de remake, enfin de remasterisé, nouvelle édition des He-Man Maîtres de l'Univers, mais pour un public enfant. Donc du coup, ce n'est pas du tout le même. Du coup, là, c'est du 3D intégral, avec des nouvelles histoires, de nouveaux personnages, enfin, toujours dans l'univers de Master of Universe, avec Musclor et tout ça, mais c'est public pour les enfants, tout simplement. Donc moi, j'ai regardé les premiers épisodes pour regarder ce qui se passe. Bon, c'est vrai que le côté 3D et tout, c'est un peu bizarre au début, parce que c'est un peu exagéré, c'est un peu caricaturé, les personnages. C'est des gros muscles, des gros bras, des grosses têtes, enfin bref, on voit que c'est ciblé pour les enfants, ça c'est clair et net. Mais bon, après, ça se regarde, ce n'est pas désagréable à regarder, c'est plutôt sympa. Si vous avez des petits-enfants qui connaissent pas encore He-Man, les maîtres de l'univers, ça leur permet de découvrir cet univers.
Et du coup, nous, de profiter un petit peu de cette vague hymen qui revient tout doucement, en sachant qu'il y a bien sûr, j'y attendais avec impatience des nouvelles qu'un nouveau film remasterisé devrait arriver. Il y avait des rumeurs comme quoi c'était Chris Hemsworth qui devait reprendre le rôle de Adam et de He-Man. Donc je trouve que ce serait une très bonne idée, que ça serait vraiment génial d'avoir un maître de l'univers en film live de nos jours. Avec les effets spéciaux de maintenant, ça serait juste énorme, quoi. Donc voilà pour le deuxième, on passe tout de suite à la suite. Le 25 janvier 2016 apparaît sur les plateformes de streaming, sur Internet, enfin sur la vague des séries de DC, la série Lucifer, tout simplement. Et du coup, la dernière saison est sortie le 10 septembre sur Netflix, qui est la saison 6, avec les acteurs principaux qui sont bien sûr Tom Ellis, qui est vraiment génial dans le rôle de Lucifer. Nous avons aussi Lauren German qui joue le rôle de Chloé Decker, qui joue un peu le love intérêt de Lucifer. On a aussi Deb Woodside qui joue le rôle de Amenadiel et Les Ann Brown qui joue le rôle de Maze. Désolé, Leslie Ann Brandt, excusez-moi. Donc, qui joue le rôle de Maze, qui est un peu le démon préféré de Lucifer. Du coup, c'est adapté d'une BD créée par Neil Gaiman, et Sam Kitsch et Mike Dringenbeng. Excusez-moi, il a un nom compliqué, j'y peux rien, je fais que de lire. Donc, c'est trois personnes qui ont créé la série Lucifer, Neil Gaiman, Sam Kiss et Mike Dringenbeng, enfin bref, qui a été publié chez Vertigo et DC Comics, et adapté aussi du comics de Mike Carey, qui est lui-même un dérivé de Sandman de Neil Gaiman. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est une adaptation d'une BD encore, mais qui est pas du tout dans le même délire que les séries DC qu'on a l'occasion d'habitude de voir, comme Arrow, Flash, etc., etc. Il y en a eu tellement. Du coup, Lucifer sort un peu du lot parce que du coup, par rapport à son humour, par rapport aux épisodes musicaux, il y en a énormément. D'ailleurs, Tom Ellis, à plusieurs reprises, il se met à chanter, à danser, et c'est vraiment génial. Il y a beaucoup d'humour dans cette série, c'est vraiment excellent. Donc moi, j'avoue que j'apprécie énormément la série Lucifer. J'ai trouvé qu'elle était excellente. Et j'ai pas vu encore la fin de la saison 6, donc je veux pas de spoil, les gars. J'ai pas voulu encore trop la découvrir parce que malheureusement, il y a que 10 épisodes de la saison 6, donc c'est plus ou moins la fin. Apparemment, ça serait la dernière saison, c'est la saison finale. Donc j'ai voulu prendre mon temps pour la terminer, quoi, tout simplement, parce que c'est une série que j'ai adorée et j'ai très peur de la fin. Franchement, j'ai peur de la fin et je veux pas trop la bouffer en 3 secondes parce que malheureusement, après, et bah Lucifer sera terminé, quoi, ça sera game over. Et franchement, je trouve que Tom Ellis est un acteur génial, plein de talent. Il est bourré de talent et j'espère que malheureusement Lucifer va pas le mettre dans une image qui va lui coller à la peau tout le long de sa carrière parce que c'est un acteur, il a du potentiel pour aller très loin. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Lucifer, je vais vous un peu résumer le début des premières saisons. En fait, Lucifer est bien sûr le maître des enfers, hein, qui est un ange déchu, tout le monde le sait, qui a été renié par son père, qui est Dieu, pour garder les enfers, pour qu'il soit le maître des enfers. Enfin, c'est ce qu'il croit au début. Et du jour au lendemain, Lucifer en a marre de rester bloqué en enfer. Il décide de se barrer, il en a marre, il abandonne son poste de chef des enfers. Et du coup, il décide de se barrer à Los Angeles, ouvrir une boîte de nuit et du coup, tout simplement, profiter de la vie, s'amuser, rigoler, jusqu'au jour où il tombe sur le lieutenant Chloé Decker. Et après, du coup, il le dit pas tout de suite, mais il en tombe amoureux dès le début quasiment. Et en fait, après, il décide tout simplement de être consultant chez le commissariat de police de Los Angeles, en compagnie de Chloé Decker et ses compagnons pour mener des enquêtes. Et lui, il s'en considère comme un passe-temps, comme une nouvelle façon de torturer les gens qu'il mérite, quoi. Et on trouve ça très très drôle, le lancement est génial, la transition se fait, mais comme ça, normal, quoi. On passe d'une enquête policière à de l'humour noir et des fois même des gags sans arrêt. Franchement, Lucifer est vraiment une très très bonne série et franchement, c'est vraiment dommage qu'elle s'arrête sur cette saison 6. Et on enchaîne avec le film biopic sur l'artiste Arletta Franklin, qui est sorti, je crois, fin juillet ou début septembre, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est le nom Respect. En fait, depuis quelques années, en fait, une nouvelle vague en train de venir au cinéma. En fait, pas mal de films biopics se développent au fur et à mesure du temps. Nous avons eu Tolkien, nous avons eu
Bohemian Rhapsody sur le groupe Queen, nous avons eu Rocketman avec l'histoire d'Elton John, il y en a plein d'autres qui arrivent. Là, j'ai vu qu'il y en avait un prochain qui s'appelle Aline sur Céline Dion. Il y en a énormément, c'est vraiment devenu une mode maintenant. Et du coup, je connaissais pas du tout Arletta Franklin, hein, je vais pas vous mentir, hein, je connaissais deux trois chansons les plus connues, on va dire, genre Respect, enfin bref, toutes ces chansons-là connues. Même Things, je les connaissais un petit peu, je les avais déjà entendus parce que ma mère a écouté ça quand j'étais jeune. Et du coup, bah, je connaissais pas l'histoire de Aretha Franklin, je connaissais même pas l'artiste, je connaissais juste sa voix et ses chansons. Et du coup, le fait que d'avoir vu Respect, ça m'a fait découvrir vraiment son histoire, qui était très très intéressante, d'ailleurs, qui est même une histoire assez triste, hein. La plupart des stars, de toute façon, qui ont une histoire assez chaotique, hein. Quand je reprends Bohemian Rhapsody, qui est pour moi un biopic qui est vraiment génial, quand vous prenez après l'histoire de Freddie Mercury et de Arletta Franklin, elles sont vachement similaires. C'est par exemple Aretha Franklin, c'est une fille qui chantait dans l'église de son père, enfin qui était prêcheur, qui avait un vrai talent pour la chanson, et du coup elle a été violée à 10 ans. Après, elle a perdu sa mère. Enfin, vraiment, c'est une histoire, mais vraiment triste, quoi. Et du coup, après, son père, il a un peu mis sous son aile parce qu'il voulait qu'elle chante que pour elle, que pour l'église. Et au fur et à mesure que Arletta a grandi, a pris de l'indépendance et de l'assurance, et a décidé de se lancer dans une carrière solo. Et bien sûr, est devenue la reine de la soul. C'est quand même énorme, quand même, qui est devenue la reine de la soul, qui a inventé un nouveau style de musique, enfin, qui a un style qui était vraiment, à l'époque, une tuerie, quoi. Et du coup, quand elle apprend que bah, après s'est mariée avec un mec qui l'a batté, qui l'a violée à 10 ans, qu'elle a plusieurs enfants, enfin bref, voilà quoi, elle a eu des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue. C'est vraiment triste, hein, comme vie. Et puis au final, le film en lui-même, qu'ils ont été réalisés par Liz Tommy, et le scénario a été écrit par Trey Scott Wilson. Et la musique a été par Chris Bowers. Et l'actrice principale qui joue le rôle de Arletta Franklin, c'est Jennifer Houston, qui a fait Empire et Dreamgirl. Et nous avons aussi son père, qui est joué par Forest Whitaker, excusez-moi, Whitaker, qui a fait le film Rogue One. Donc du coup, c'est des acteurs qui ont vraiment du potentiel, avec un charisme naturel. Et le film est bien sûr moitié musique, moitié histoire, donc forcément c'est un biopic. Et du coup, le film est vraiment génial, il vous projette et vous avez envie de savoir la suite, quoi. On voit que c'était une femme vraiment courageuse et indépendante qui a lancé vraiment un mouvement pour les femmes, pour la liberté. Et en plus, c'était à une grande époque de la sécrétion pour les Noirs et tout ça. Enfin bref, il y avait Martin Luther King qui était un de ses amis proches. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment passionnant. J'avoue que je suis pas fan des biopics, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment très sélectif par rapport à ça. Et j'avoue, Respect est pour moi un des meilleurs films avec Bohemian Rhapsody et Rocketman de Elton. Et pour ceux qui sont vraiment pas fans des biopics, franchement, regardez-les, essayez de découvrir ces artistes, malheureusement, qu'ils ont grandi à une époque où nous, on était trop jeunes pour les découvrir, parce que Aretha Franklin a fait des succès en 1970, 1960, donc on n'était plus du tout dans notre génération. Elle est morte en 2018, donc elle a vécu pas mal de temps. Elle a même eu elle a eu plusieurs Grammy Awards, elle a été élue femme de la paix, enfin bref, elle a même fait l'intronisation de Barack Obama durant son poste la présidence. Non, franchement, c'est vraiment Arletta Franklin reste une personne vraiment importante et vraiment charismatique. Et l'actrice qu'ils ont choisie, Jennifer Hudson, je la connaissais pas du tout, parce que je regardais pas la série Empire, même Dreamgirls, j'ai jamais vu avec Eddie Murphy, donc je ne sais pas du tout ce que c'était. Et du coup, je l'ai découvert dans ce film-là, et franchement, j'ai trouvé qu'elle collait vachement au personnage, parce qu'à la fin, vous voyez la générique, la vraie Arletta Franklin avec des concerts, etc., l'intronisation de Barack Obama, enfin bref, tous les passages importants de sa vie, du coup. Et du coup, je trouvais ça vraiment intéressant. Jennifer Houston est une actrice potentielle qui a vraiment du talent, qui a vraiment compris le personnage et je dirais même une motion plus pour la petite fille qu'ils ont choisie pour jouer Arletta Franklin quand elle a 10 ans. C'est vraiment un talent, mais pur, quoi. Je ne connais pas cette jeune actrice, mais elle a un talent pur. Elle chante, mais d'un naturel, mais c'est incroyable, quoi. Elle a que 10 ans, la gamine, et elle chante mieux que les chanteurs français ou les chanteurs de nos jours, quoi. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, allez le voir et prenez dans la gamme, les gars. Regardez, c'est quoi un vrai chanteur ou une vraie chanteuse. Voilà, c'est tout. On passe à la suite. Donc nous allons parler du dernier film, mon préféré de cette semaine. Nous allons parler bien sûr du film Dune, qui est sorti mercredi dernier, réalisé par Denis Villeneuve. Il a participé aussi au scénario. Les acteurs principaux sont Timothée Chalamet, qui a joué dans le rôle d'un film Netflix
qui s'appelle Le Roi, qui est génial. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, moi j'ai kiffé. Zendaya qui joue MJ dans la trilogie Spider-Man, chez du MCU. Nous avons bien sûr Josh Brolin qui joue Thanos dans le rôle de l'aventure d'Avengers et Cable dans Deadpool 2. Nous avons aussi un autre acteur hyper connu, Jason Momoa, qui joue Aquaman, bien sûr. Nous avons David Bautista, qui joue le rôle d'un général méchant, tout simplement, qui joue Drax dans Les Gardiens de la Galaxie. Et on a Javier Bardem, qui joue dans Skyfall, le James Bond 23. Tous ces acteurs sont dans le film Dune, les gars. Waouh! Et du coup, pour l'historique un petit peu de Dune, donc c'est un roman qui est sorti de Frank Herbert en 1965. Il y a déjà eu 3 adaptations. La première a été en 84 par David Lynch. La deuxième est une mini-série en 3 épisodes de Dune qui a été faite par John Harrison en 2000. Et sans compter l'adaptation avortée d'Alejandro Jodorowsky, qui est en 1970, du coup, a essayé de faire une adaptation de Dune qui a été annulée, qui a été avortée. Et afin de mieux respecter l'histoire du roman, Denis Villeneuve a décidé a décidé que le projet serait en 2 parties. Donc le film qui est sorti mercredi dans nos salles, c'était la première partie. Et du coup, il y aura une deuxième partie dans pas longtemps, je pense, du film. Et du coup, on va vous parler un petit peu de l'histoire. Donc, avant de parler de l'histoire, le film a été présenté en avant-première mondiale à la Nostra de Venise en 2021. Et du coup, tout le casting était là aussi au Grand Rex avec Zendaya, Timothée Chalamet et Denis Villeneuve pour présenter la première partie du film de Dune. Bien sûr, en fait, Denis Villeneuve, il a été très malin. Il a décidé de bien respecter à fond parce que la version 84, bah, je vais y revenir juste après, mais était vraiment ennuyante, elle était vraiment chiante, elle était que fatigante pendant 2 heures, même plus 3 heures, je crois, il y a que du blabla. Et du coup, moi, j'ai pas assumé, j'ai dormi, les gars, je vous assure. Le 84, j'ai vu que le début ou la fin. J'ai vu des parties du film et je l'ai jamais vu en intégrale, quoi. Tandis que la version 2021 de Denis Villeneuve, j'ai pas lâché le morceau dans tout le film. Pendant plus de 2 heures, parce que le film il dure 2h45 ou 2h30, je crois. Pas un bruit dans la salle, tout le monde était à fond dans le film, la musique, enfin tout est fait pour que, en fait, t'es transporté, en fait. Et c'est vraiment génial, quoi. Donc voilà, du coup, je vous le conseille fortement d'aller le voir au cinéma. C'est un film à aller voir au cinéma et pas en DivX, ça serait gâcher le film, franchement. Et du coup, maintenant, on va parler un petit peu, bien sûr, de l'histoire et de l'ambiance du. Donc, comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas lu le roman Dune. J'ai vu le premier film en 1984 par David Lynch. Enfin, je l'ai vu il y a longtemps. J'ai pas vu en 84. J'avais 1 an à l'époque, donc je me rappelle pas du film. Les seules choses que je me souviens, c'est que j'ai essayé de le regarder quand j'étais, il y a pas très longtemps d'ailleurs, je crois. Et je me suis endormi comme une merde 2 ans parce qu'il y avait du blabla. Enfin bref, ça m'avait saoulé. La version de David Lynch en 84 était vraiment soi-disant un chef-d'œuvre. Donc oui, mais peut-être qu'à l'époque, oui, je comprends qu'à l'époque, avec les moyens qu'ils avaient à cette époque-là, en 84, c'était pas évident de faire un film de science-fiction dont le niveau de Dune. Mais c'est vrai que cette version de 84, j'en ai pas le moindre souvenir parce que j'ai dû voir des brides de bout du film et j'ai jamais vu le film complet, quoi. Alors, du coup, en ce qui concerne l'histoire de Dune, la version remasterisée qui a été réalisée par Denis Villeneuve, c'est sorti mercredi. Donc, du coup, c'est dans un futur lointain où Leto Andréide, qui est joué par Oscar Isaac, qui jouait le rôle de Poe Dameron dans la nouvelle trilogie de Star Wars, l'épisode 7 à 9, reçoit de l'empereur le fief de la très très profitable et très dangereuse planète désertique qui s'appelle Arrakis, connue sous le nom de Dune. Cette planète, c'est la seule source la plus précieuse où on est obligé d'aller sur cette planète pour la récupérer, qui est une substance qui s'appelle l'imperium, appelée aussi l'épice. Et c'est une espèce de drogue qui donne des super pouvoirs, des pouvoirs télépathiques, enfin bref, qui prolonge la vie humaine et qui immunise contre tous les poisons. Et du coup, en fait, il vous apprend que Leto est envoyé, qui est un duc, pour justement moissonner cette fameuse épice pour la donner au fameux empereur, enfin le fameux méchant vilain pas beau. Et du coup, il a un fils qui s'appelle Paul, qui est le héros qui est joué par Timothée Chalamet, qui est le futur duc à la mort de son père, qui va bien sûr prendre la relève du coup. A des espèces de visions d'une fille qui est Shining, qui est interprétée par Zendaya,
Et du coup, il a plusieurs briques de souvenirs, des flashs comme quoi il est en connexion avec cette personne et il est voué à un grand destin. Et du coup, sa mère, qui l'a formé, qui est une espèce de sorcière guerrière, il lui a formé à une espèce de voix qui est la voix pour influencer l'esprit des humains. Et justement, Paul a ce fameux pouvoir, il peut influencer l'esprit comme sa mère des humains, les corrompre en gros, leur dire de faire des objets, des trucs comme ça. Et du coup, tout le film, il vous projette en fait sur l'univers, l'ambiance, la musique, les décors, ils sont magnifiques. Franchement, dans la salle, j'ai pas vu un seul bruit, silence total. Tout le monde était concentré sur le film. Le film, il dure plus de 2h30, je crois, 2h40. On est tous à fond dedans, lâche pas le morceau. Les acteurs sont vraiment impressionnants. J'ai même été surpris par Dave Bautista. J'ai été bluffé par lui. Parce qu'il a un tout petit rôle. J'espère dans le 2, il aura un rôle plus important. Mais en fait, à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, pour moi, il a crevé l'écran. Quand il disait que c'était un acteur, comment dirais-je, d'interprétation, je disais oui, c'est un genre qui se donne, il se prend pour un acteur, il a la grosse tête, enfin bref. Et en fait, non, pas du tout, en fait, il ment pas du tout. En fait, c'est vraiment un acteur de composition, en fait. Quand vous voyez dans Drax, où il joue un rôle d'un mec balèze, un peu débile, là, dans Dune, ça a absolument rien à voir. À chaque fois qu'il apparaît à l'écran, il accroche direct, quoi. Et c'est vraiment impressionnant, parce que quand on connaît le personnage, on se dit, mais waouh, quoi, le mec, il a vraiment taffé, quoi. Même Jason Momoa, il est toujours aussi génial, hein, bien sûr, on va pas changer une recette qui gagne, hein, bien sûr. Il joue le rôle d'un barbare qui défonce tout, qui s'appelle le pilote Duncan. Et franchement, tout le film est hyper passionnant, on est à fond dedans, quoi, on lâche pas l'affaire. J'ai eu, bien sûr, avec moi des amis qui m'ont dit qu'ils ont lu le roman, tout simplement, qui était hyper fidèle au roman. Donc, vu leur réaction, je pense qu'ils ont entièrement raison, parce que moi, personnellement, en ayant très peu de souvenirs de la version 84, personnellement, la version 84, je la regarderai pas, mais la version 2021 de Denis Villeneuve, et bah franchement, j'ai hâte de voir la suite, parce qu'il est vraiment beau, quoi. Il est vraiment bluffant, quoi. Il est vraiment génial. Donc voilà, pour moi c'est le meilleur film de la semaine, j'ai hâte de voir la suite, et pour une fois Zendaya a un rôle, on la voit quasiment pas, mais elle est présente, c'est ça qui est ouf en fait, c'est qu'elle est quasiment pas à l'écran, mais elle a un rôle de ouf, mais c'est hyper bien fait. Denis Villeneuve a vraiment fait un vrai taf, quoi. Quand vous voyez Blade Runner 2049 était très beau visuellement, mais l'histoire était bof, hein, avec Harrison Ford, et bien sûr il y avait Ryan Gosling, je crois, dans le rôle aussi de Blade Runner aussi, 2049. Donc le film en lui-même, l'histoire était pas terrible, mais visuellement était très beau. Mais là, dans Dune, Denis Villeneuve a vraiment... tout est parfait, en fait. On est proche de la perfection. On est proche du chef-d'œuvre. Parce que pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. Il est annoncé comme chef-d'œuvre. Il a le potentiel d'être un chef-d'œuvre. Mais il manque un peu de rythme. Pour moi, il manque du rythme. Il y a beaucoup de moments où il y a beaucoup de temps mort. Et je pense que c'est ça qui manque, un peu de rythme. Ça aurait été parfait. Mais sinon, le film est proche de la perfection. Franchement, bravo. Et j'ai hâte de voir la suite. Et puis en plus, ouais, il y a aussi l'ambiance, la musique, les décors sont vraiment bluffants, sont magnifiques. Enfin bref, voilà quoi. Je vous le conseille fortement. Dune, Denis Villeneuve. Je pense qu'il va rester un moment au cinéma, pardon. Je voulais terminer en vous annonçant que maintenant Ciné Sensei a sa page Instagram, dont j'ai pu ouvrir la page très récemment, où j'ai mis le récapitulatif de toutes mes vidéos. Du coup, en bonus à la fin de cette émission, restez bien jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Et j'annonce aussi que ça y est, à partir de samedi, je vous ferai découvrir la première émission de Ciné Rétro avec moi, bien sûr, et tous les films qui sont sortis dans les années 1975 à 1980. Voilà, c'est annoncé, je vous l'ai dit, c'est prêt. Et du coup, elle arrive très très bientôt, et du coup, petite surprise, c'est parti. Et surtout, gardez le fan spirit, et être passionné, c'est être fan. Ciao. Bond. James Bond.